Eh bien, bonjour. Je pense que ça a commencé. Normalement, vous devez nous voir. Donc, Pascal Ruckbusch et Amal Juvin qui est avec nous. Bonjour. Et je vais commencer par partager ce que Valérie appelle une petite virgule. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Euh, c'est bien parce que ce petit air va nous rester dans la tête pendant un bout de temps après. Vous l'aurez entendu à chaque présentation. Ok. Euh, donc, je vais directement aller sur la présentation. Je vais partager mon écran, c'est celui-là. Avec ça. Très bien. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler, enfin, d'abord, bienvenue et merci de participer à cet événement de I Believe 2024. Et le but aujourd'hui, ça va être de parler, pour ce qui me concerne, de comment récupérer vite fait votre partition IBMI et toutes vos données en cas de corruption de données ou, par exemple, de ransomware. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Pascal Ruckbusch de M81 et tout à l'heure, vous avez vu Amal Juvin, qui est notre commercial pour toute l'Europe. Donc, a priori pour vous aussi, du coup. Donc là, voilà, elle a remis sa photo. Alors, qui est M81 pour ceux qui ne nous connaissent pas? Nous sommes un éditeur de logiciels indépendant, français, on est basé à Lyon. On est spécialisé dans le monde de l'IBMI, dans les logiciels système, et nous avons à ce jour 2 logiciels distribués. Control 4i, dont le but est d'intégrer l'IBMI dans le monde de la surveillance d'entreprise, avec les mêmes outils que tout le monde. Il y a une présentation tout à l'heure à 15h30, quelque chose comme ça. Et puis Flash 4i, dont le but initial est de faire une sauvegarde, de faire des sauvegardes et surtout de ne pas arrêter la prod pour pouvoir faire les sauvegardes, et dont une partie, un certain nombre d'entre vous nous connaissent, pour les autres, vous aurez le PDF et vous pourrez trouver les informations. Et voilà les pays dans lesquels nous nous trouvons. Très bien. Alors, je vais commencer par une introduction. Qu'est-ce qu'un ransomware? Je suppose que vous connaissez tous ce que c'est, donc je vais essayer d'aller vite pour vous expliquer, pour vous donner quelques. Donc voilà, on sait tous ce que c'est qu'un ransomware, avec un impact très élevé du point de vue opérationnel, les données qui sont figées, cryptées ou plus accessibles, de la publicité, donc les clients ou les partenaires à qui on doit annoncer qu'on a perdu des données ou qu'on ne peut pas travailler pendant un certain temps, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. La chose à retenir, c'est surtout que personne n'est à l'abri d'une attaque. On peut tous, en tant que personne ou en tant qu'organisation, société, etc., être victime d'une attaque et avoir un problème là-dessus. Et c'est un business model très rentable. Donc, il est important de réagir le plus vite possible. Le point crucial, c'est de former les équipes et de former les gens pour qu'ils puissent détecter, d'abord se prémunir, vérifier faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque en ne cliquant pas sur un mail douteux, et de former les gens pour qu'ils puissent dire tiens, je pense qu'il y a une attaque en cours et donc je vais réagir ou je vais prévenir. En général, quand l'attaque est en cours, on peut encore intervenir. Après, il est trop tard. Et puis, il y a IBM qui a mis en place une X-Force et vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'aide, soit pour prévenir, soit en cas d'attaque, justement. La plupart des infections commencent par un employé, donc, et en général, on s'imagine que les attaques se font via Windows, Unix ou Linux. Alors effectivement, ce sont les premiers attaqués, mais l'IBMI n'est pas indemne là-dedans, parce qu'il y a souvent plusieurs portes d'entrée, et si vous êtes allé voir l'une des présentations faites par Guy Marmora, vous en êtes conscient maintenant, il y a pas mal
d'options possibles, notamment les répertoires partagés, les profils utilisateurs, enfin avec des mots de passe par défaut, ou beaucoup trop de profils avec beaucoup trop de droits. Donc, très rapidement, ça c'était pour les ransomware, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours les bonnes vieilles méthodes. Et la bonne vieille méthode pour avoir des données corrompues, c'est quand même un bug dans un programme qui a été mal testé ou mal validé, et qui se retrouve en prod et qui abîme, pour être gentil, toutes les données de prod, ou une erreur humaine, ou une malveillance interne. Quelqu'un qui vient d'être licencié et qui, juste avant de partir, supprime des données importantes. Plusieurs personnes se disent oui, mais moi j'ai de la haute disponibilité, je suis protégé contre ça. Que nenni. La haute disponibilité protège en cas de crash, en cas d'arrêt brutal et d'indisponibilité de la prod, et du coup on peut repartir. Mais s'il y a eu corruption de données, si une table a été effacée, l'effacement a été fait aussi immédiatement côté partition de secours. Donc la haute disponibilité ne c'est réellement les sauvegardes. Donc, on récupère les sauvegardes qui ont été faites et on restaure. Donc, il faut trouver la partition qui va bien à un autre endroit ou bien écraser la partition existante pour redémarrer quelque chose. Et dans cette partie-là, la partie qui marche réellement, c'est une copie des sauvegardes hors site, parce que, et c'est la seule vraie protection efficace, parce que de plus en plus on fait des sauvegardes en interne, et dans ces sauvegardes en interne, sur VTL, pardon, la VTL, bon, je suis désolé, pour tous ceux qui m'écoutent et qui ne m'entendent que 10 secondes par minute. Je ne sais pas ce que j'ai comme option là. Le risque est de plus en plus faible plus on va vers les sauvegardes, mais quand même. Donc, n'oubliez pas de faire des copies de bandes hors site. Par contre, attention au temps nécessaire pour restaurer en cas de besoin. Si votre sauvegarde dure 3 heures, eh bien, il faut compter le temps de recréer une partition, de récupérer la bande, de restaurer les données. Donc voilà, vous êtes parti pour 6-7 heures minimum. Et puis, il se peut en plus que la dernière sauvegarde soit déjà corrompue, puisque vous avez lancé vos sauvegardes à 2 heures du matin et la corruption a commencé à 1 heure. Dans ce cas, vous avez, il faut recommencer avec la sauvegarde précédente. Donc, encore plus de temps perdu. Une autre option, c'est d'utiliser la technologie disponible sur les bêtes disques externes, à savoir les Flash Systems, Storwize, SVC, DS8000, et puis d'autres constructeurs éventuellement, qui permet de faire des copies instantanées des disques de prod. J'ai pas le temps et c'est pas le but ici de vous expliquer ce que c'est qu'une copie instantanée, un snapshot ou un flash copy. Donc vous allez devoir me croire sur parole. En 1 seconde, sur le start ou sur démarrer, on a complètement indépendant des disques d'origine. Et en plus, ça utilise, alors suivant le paramétrage, ça peut n'utiliser que très peu d'espace disque physique. Par contre, les snapshots ou les flash copies, il y a toujours moyen de les corrompre et de les crypter. Donc, il y a toujours un risque lié à ça, parce que ce sont des données visibles et accessibles par un hacker ou par quelqu'un de malveillant. D'où l'idée, sortie par IBM, de faire ce qu'ils ont appelé des safeguarded copies, soit des copies sécurisées. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'utilise sur une bête disque externe, donc les BIBM, et ça crée une copie instantanée, donc comme les snapshots et flash copies. Par contre, ces copies ne peuvent pas être supprimées, elles ne peuvent pas être utilisées. Donc, quelqu'un qui viendrait et qui aurait un accès à la bête disque ne pourrait pas les supprimer, sauf en ayant un profil de type super user.
Du coup, ça veut dire que ce profil, ce compte super user sur la bête disque doit être protégé. Pour les autres, un profil administrateur peut faire tout sauf gérer les sauvegarder de copies. Et il n'est pas possible de les utiliser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas directement utiliser ce snapshot ou cet élément pour les montrer, les mapper sur un host, donc les utiliser et du coup les recrypter. Vous me direz, si on ne peut pas le faire, ça sert à quoi? En fait, on peut le faire en recréant un snapshot à partir de là, et c'est ce nouveau snapshot qu'on va pouvoir utiliser, lire. Mais les données sources sont toujours protégées et elles restent immuables. Donc c'est à réaliser sur une bête disque IBM. Voilà, jusqu'à la version 8.6, ça nécessitait d'avoir un produit supplémentaire, produit IBM, le CSM, le Copy Services Manager, qui est validé et supporté par IBM pour Windows, Unix et Linux, mais pas pour l'IBMI. Et il n'est pas supporté par l'IBMI parce que sur l'IBMI, il y a beaucoup de choses qui sont actives en mémoire et qu'il faut copier sur disque avant de faire la copie, avant de faire le snapshot. Du coup, et c'est ce que j'appelle le quiz. Du coup, cette opération n'étant pas faite, eh bien, on ne peut pas vraiment utiliser CSM pour piloter les sauvegarder de copies. Alors depuis la version 8.7, ça n'est plus nécessaire, mais il reste toujours plus nécessaire d'avoir le CSM. Par contre, il y a toujours le quiz qui n'est pas fait, donc le vidage de la mémoire. Or, FlashForI le fait. Donc, avec FlashForI, vous n'avez pas besoin de CSM. Les sauvegarder de copies, il y a eu deux versions jusque-là. La première version disponible depuis 2021 est basée sur la technologie des flash copies et il fallait à l'époque créer un pool dédié pour faire le sauvegarder de copies. Donc un morceau dédié l'espace disque pour le faire. Depuis la version 2, il n'est plus nécessaire de dédier cet espace disque et c'est basé non plus sur la techno des flash copies mais des snapshots qui est la nouvelle version du flash copy. Alors comment ça marche concrètement? J'ai mon système de avec ces volumes et on va piloter des copies instantanées, on va générer des copies instantanées plusieurs fois par jour, alors une fois par jour ou plusieurs fois, c'est au choix. Donc on va pouvoir faire plusieurs copies instantanées du ou des disques de prod, de tous les disques de prod en fait. Et ces copies vont être stockées et je rappelle qu'on ne peut pas les utiliser directement. Admettons qu'à 18h, il y a eu une copie et que, alors ça, dans la version 1, il fallait un pool sécurisé. Dans la version actuelle, il ne le faut plus. Maintenant, admettons qu'à 18h30, il y ait un crash, enfin, pas un crash, mais une corruption. On constate une corruption de données. Et il va falloir trouver un système de recovery, enfin, il faudra le préparer, il faudra qu'il soit prêt pour qu'on puisse aller le plus vite possible. Il est inutilisé le reste du temps. Et on va remapper, recréer un snapshot différent depuis la dernière copie et la présenter au système de recovery. De là, on va contrôler, vérifier que les données sont corrompues, si les données sont corrompues ou pas. Si elles le sont, dans cet exemple, eh bien on recommence avec le cas précédent, enfin le disque précédent, et ainsi de suite jusqu'à trouver le premier disque qui ne soit pas corrompu et qu'on va pouvoir utiliser. Et dans ce cas-là, on considère que la copie est bonne et on va pouvoir restaurer, récupérer les données. Alors, comment le faire, etc. Il y a plusieurs techniques différentes, il y a plein d'options, mais le principe est... je rappelle que ces opérations-là peuvent être relativement rapides puisque le fait de recréer un snapshot et de mapper les disques, bien, si on le fait manuellement sur la bête disque, c'est quelques clics et c'est tout. Et si on le fait côté IBMI avec FlashForI, c'est une commande. Et ensuite, il suffit de démarrer le système de recovery, donc démarrer la partition pour ce qui nous concerne. Et de là, c'est la durée du test qui compte. Cette phase de copie et de démarrage, c'est ultra rapide. Enfin, c'est quelques minutes ou 20 minutes maximum, y compris des PL. C'est à comparer aux quelques heures, au moins les 3-4 heures de restauration, si on part de la sauvegarde. Donc c'est ça l'échelle, hein, c'est quelques dizaines de minutes, 2 ou 3 dizaines de minutes.
Et donc, imaginez si on doit le faire 3 fois. Comment utiliser les safeguarded copies avec l'IBMI? Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser avec FlashArray. FlashArray utilise de base les flash copies et snapshot. De base, le produit a pour but de réaliser des sauvegardes sans impact sur la production, même une C21 tous les jours, pourquoi pas, ou bien les données peuvent être rafraîchies de manière entièrement autonome. Tout est entièrement. Ça utilise des commandes IBMI que vous pouvez mettre dans votre ordonnanceur favori. Donc, il n'y a pas besoin, une fois que c'est installé, il n'y a pas besoin d'accéder à la baie de disque ou à la HMC. Et puis, c'est très, très facile à installer et à utiliser. Pour ce qui est du module Safeguarded Copy, donc c'est un module à l'intérieur de FlashArray qui est livré avec une commande. Et cette commande, FL Start SGC, une commande IBMI, vous faites F4, vous avez quelques paramètres. Grosso modo, le paramètre, c'est le nom de la définition qu'on aura préparée. Et ça va automatiquement copier les données actives en mémoire, donc faire le QoS. Tout ce qui est actif et qui n'a jamais été copié sur disque est copié. Démarrer automatiquement le Safeguarded Copy. Et vous pouvez utiliser cette commande n'importe où, dans votre ordonnanceur préféré. Les copies vont rester dans le paramétrage, on indique le nombre de jours de rétention. Et donc, ces copies vont rester automatiquement pendant ce nombre de jours-là et elles seront automatiquement supprimées une fois que les jours seront terminés. Et encore une fois, ces copies, personne ne peut les supprimer, personne ne peut les utiliser en direct, sauf le super user qui peut, lui, les supprimer. Et puis, il y a une commande qui est fournie aussi, FL map host, qui permet automatiquement de prendre chacun des disques de refaire un snapshot et de mapper chacun des disques sur la partition de recovery de votre choix pour pouvoir l'utiliser. Et donc, avec FlashArray, ce n'est pas nécessaire. Alors, le fonctionnement avec FlashArray, on a notre partition de production ici, les disques qui vont bien dans le stockage externe. Il y avait un pool sécurisé dans la version 2, il n'est plus nécessaire. Et puis, c'est bien de préparer une partition de récupération pour au cas où. Maintenant, au quotidien, vous utilisez une commande, FL Start LGC, qui va faire le flush de la mémoire, la copie des données actives dans la mémoire, et créer toute cette infrastructure. Et puis, vous pouvez recommencer ça de quelques heures plus tard ou le lendemain. Donc là, cette commande peut s'utiliser n'importe quand. Il y a plusieurs paramètres et il est possible de créer des paramètres qui font que c'est entièrement transparent pour les utilisateurs, donc ça ne se voit pas du tout côté utilisation. Ces disques sont immuables, donc on ne peut pas les utiliser. En cas de corruption de données, on va pouvoir les utiliser justement. Or, on ne peut pas les utiliser directement. Du coup, c'est là qu'on va utiliser la commande FLMapHost. Il y a quelques paramètres très simples. Et cette commande va automatiquement prendre la dernière version qui a été générée, recréer une définition et mapper les disques vers la partition de recovery. Et pour démarrer la partition, on peut se connecter à la HMC ou bien utiliser cette commande. Pour démarrer une partition, on peut demander à démarrer en manuel, puisque l'adresse IP ici sera la même que l'adresse ici. Voilà pour ce qui est de l'automatisme. Bien sûr, pour faire des tests, ça marche très bien depuis la partition de prod. En réel, c'est peut-être pour la mise en œuvre en réel, on fournit les opérations à faire, donc vous pouvez avoir le mode opératoire pour le faire directement sur la baie, ou bien vous avez une partition supplémentaire qu'on appellera Central Proxy parce que ça fait partie des possibilités dans FlashArray. En tout cas, une partition supplémentaire de dev, par exemple, pour vous, à partir desquelles il y aura le même paramétrage et que vous pourrez sur lesquels vous pourrez utiliser ces commandes. Voilà, je vais faire une démo rapide puisqu'on a perdu pas mal de temps là avec les problèmes techniques. Donc voilà FlashArray et voilà l'utilisation standard du produit. Et il y a un sous-menu avec les Safeguarded Copies. Et dans les Safeguarded Copies, une des choses qu'on peut faire, c'est déjà voir la liste de ceux qui sont actifs.
Alors, avant d'aller voir ceux qui sont actifs, je vais retrouver ça, forcément. Vous remarquerez que je n'utilise pas le super user, forcément. Donc, j'utilise un profil administrateur, mais qui n'est pas super user. Et pour donc chacun des volumes, voilà, ça, ce sont tous les volumes qui ont été définis, et puis tout ce qu'on peut faire avec cette machine. Pour passer avec le safeguarded copy, il faut passer par des groupes de volumes. Et dans les groupes de volumes, ici, il y a ce groupe de volumes qui concerne notre partition de prod. Et ce groupe de volumes, il a été créé automatiquement par FlashArray. Si on le veut, on peut le créer à la main, mais sinon il peut être créé automatiquement. Et tous les disques qui sont là sont ceux qui sont mappés sur le host de prod. Et lorsqu'on définit la copie, eh bien, on n'a même pas besoin de créer ce groupe-là. Il sera créé par FlashArray. Les disques seront volume. Et lorsqu'on va démarrer un safeguarded copy, ça viendra créer ici un snapshot. Et ici, vous en avez quelques-uns qui ont été créés automatiquement par FlashArray avec safeguarded copy. Notre host s'appelle DemoProd et ça, c'est la date et l'heure à laquelle ça a été lancé. Donc, ça, c'est tout à l'heure à 11h53. Là, il y en a un deuxième. Là, il y en a un troisième. Donc, ces trois-là ont été faits automatiquement. Et un quatrième ici. Alors, celui-là n'est plus à compter puisqu'il attend que des disques résultants soient supprimés. Donc, celui-là n'est plus utilisable. Donc, voilà ce que ça donne ici. Si je veux en créer un ici, je dois créer une policy dans laquelle j'indique que c'est de type safeguarded copy et je peux ensuite le démarrer. Si je veux le faire avec Flash, bien ici. Alors d'abord, je peux voir la même liste. Donc là, si je demande à voir la liste, je vois mes 3 safeguarded copies avec le même nom que ce que vous avez vu tout à l'heure sur la bête disque elle-même. Et si je veux démarrer un nouveau flash copy, un nouveau safeguarded copy, c'est la commande fl start sgc qui est ici. Dedans, il y a un seul et unique paramètre qui est le nom d'une définition. Si je dis sgc, qui est la définition que je vais utiliser, là, ce qui est fait, c'est quoi qu'il se passe sur la partition, il y a le flush de la mémoire, donc tout ce qui est actif en mémoire et qui n'a jamais été utilisé, qui n'a jamais été copié sur disque, les copier sur disque. Puis le démarrage du snapshot en mode safeguarded copy. Voilà, vous avez vu que ça a été fait rapidement. Le message dit que ça a été créé correctement. Et si je vais regarder mon résultat, j'ai bien mes 4 safeguarded copies. Le plus récent qui est ici. Je ne sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre. On va vérifier ça après. Et donc je les retrouve ici. Si je reviens là, voilà, 14h05, j'ai le dernier safeguarded copy qui a été fait. Pour tous les snapshots, je peux les supprimer. Je suis administrateur, je fais ce que je veux. Pour un safeguarded copy, je ne peux pas le supprimer. Seul un super user pourrait le faire. Et là, je suis juste admin, ce qui est quand même pas mal. Pour faire ça, la définition, mais la définition est on ne peut plus simple. C'est une définition de stockage, et dans les définitions de stockage, les informations qu'on a à mettre, c'est de dire que c'est un safeguarded copy, pour ce qui est ici avec la technique des snapshots. J'ai l'adresse IP de la bête disque, j'ai le profil utilisateur qui me permet de me connecter en SSH, donc il n'y a pas de mot de passe, et le nom du host source. Donc c'est en se basant là-dessus qu'on connaîtra la liste des volumes ou des disques et qu'on créera le groupe de volumes qui va bien. Si je veux pouvoir faire un test, j'indique le nom du host cible, sinon j'indique none, j'en ai pas besoin. C'est pas obligatoire. Et ensuite, j'indique le nom du groupe de volumes que je veux créer. Donc là, c'est le nom qui a été créé automatiquement. Et puis le nombre de jours de rétention. Voilà, c'est le paramétrage. Il y a un dernier point, c'est comment on fait le flush de la mémoire, donc le QoICE, soit en mode force write, donc il n'y a aucun impact sur les utilisateurs, soit en mode suspend, donc là, les utilisateurs se retrouvent gelés, les travaux se retrouvent gelés pendant quelques secondes, ou plutôt dizaines de secondes. Voilà, le paramétrage, c'est ça, et c'est tout. Donc, très simple à mettre en œuvre, très simple à utiliser. Vous mettez cette commande dans votre scheduler préféré.
OK. Et quand je veux mapper des disques, quand je veux les utiliser, j'utilise cette commande-là, dans laquelle j'indique le nom de la définition que je veux utiliser, le host de secours qui pourrait être celui par défaut si je l'ai saisi dans la définition, et qu'est-ce que je fais si ce host est déjà utilisé? Est-ce que je défais ces disques ou est-ce que j'arrête l'option? Et on va, comme c'est du self-guarded copy, on peut indiquer qu'on veut prendre la dernière self-guarded copy qui a été faite, ou bien mettre le nom en entier ici pour dire je veux en utiliser une autre. Donc voilà pour la démo, un peu en accéléré. Maintenant, une rapide estimation des besoins. Alors d'abord, il vous faut une licence de FlashArray et avec ça, il faudra l'option self-guarded copy. Côté installation, il faut prévoir quelque part entre 1 et 3 jours avec le transfert de compétences. Bon, c'est variable. Ça peut être plus si vous avez des trucs particuliers, des besoins particuliers. Mais grosso modo, c'est de cet ordre-là. Si vous utilisez FlashArray pour la réalisation des sauvegardes, eh bien, il faut grosso modo 20% de la taille des disques d'origine. Donc, si vous avez une partition qui fait 10 Tera, il vous faudra 2 Tera de libre pour l'espace disque qui sera utilisé avec les données modifiées. Ça, c'est pour les sauvegardes, parce que grosso modo, c'est démarrer et arrêter en moins de 24 heures. Donc, il y a peu d'espace disque nécessaire. Et côté exploitation, c'est la même charge d'exploitation que quand vous surveillez vos sauvegardes actuelles. C'est la même chose. Si vous le faites manuellement, eh bien, il ne faudra pas plus de temps. C'est exactement le même temps, même peut-être moins. Et puisqu'il y a beaucoup de messages dans FlashArray. Si vous le faites en automatique, il y a les mêmes automatismes. Pour le self-guarded copy lui-même, il faut prévoir un peu plus de place parce que ça va rester actif. Dans mon exemple là, ça va rester actif pendant 5 jours. Donc, il y a une formule à appliquer. La formule, vous n'allez peut-être pas la calculer tout de suite, mais vous le verrez dans le PDF quand vous le récupérerez. Grosso modo, on va multiplier la taille des disques actuellement, par exemple 10 Tera, avec le taux de modification de données par le snapshot, et c'est ça le plus difficile à trouver. Donc c'est pour ça où il faut au moins lancer un snapshot ou un flash copy et de voir la taille utilisée sur 12 heures ou 24 heures. Dans notre exemple, sur 12 heures, puisqu'on veut en faire 2 par jour, il faut trouver le taux de modification. Mettons 10% de taux de modification sur et puis le délai de rétention. Et vous multipliez tous ces éléments-là entre eux, et ça nous donne qu'il faut 14 Tera. Donc sur une partition qui contiendrait 10 Tera de disque, il faudrait prévoir 14 Tera de libre pour avoir 2 self-guarded copies par jour pendant 7 jours. Alors, le cryptage pourrait être beaucoup plus élevé et il pourrait monter jusqu'à pas vraiment 100%, mais en tout cas la totalité des données qui sont contenues dans la partition. Grosso modo, ça veut dire que si vous prévoyez de faire x2 ou peut-être x3 par sécurité par rapport à la taille disque d'origine, donc si vous avez 10 Tera, vous mettez 20 Tera de plus, vous êtes à peu près couvert. Quels sont les gains à utiliser ça? Alors déjà, avec FlashArray standard, vous augmentez la disponibilité de votre prod. Pendant les sauvegardes, vous continuez à travailler. Elles sont faites ailleurs, donc voilà, il y a 1 ou 2 minutes d'arrêt et c'est tout. Donc vous gagnez 2, 3 ou 5 heures ou 10 heures pendant la nuit. Il n'y a pas d'objet loqué, donc vous gagnez de ce côté-là. Il n'y a pas de décalage à cause des cartouches qui sont manquantes. Et avec le self-guarded copy, vous avez une protection complémentaire à la haute disponibilité. Donc ça vient en plus pour protéger contre un risque supplémentaire. Et en cas de problème, en cas de corruption, eh bien les données, vous les restaurez en quelques dizaines de minutes, en 20 minutes, le temps y compris, plutôt que les 3, 4, 5 ou 10 heures de restauration depuis les cartouches. Et puis encore une fois, le temps de mise en place et de prise en main y compris est ultra rapide. Voilà, je vais pas tarder à être en retard, non, j'ai encore 4 minutes, 5 minutes. Là, on a fait des copies, c'est très bien. Comment on sait que ces copies sont correctes? Eh bien, dans FlashArray, il y a une partie qui permet de valider et de vérifier tout ça. On peut démarrer le self-guarded copy sans test, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On utilise la commande, ça va copier les disques et c'est tout. Là, il n'y a pas eu de test.
on a un test de niveau 1 qui va être un démarrage manuel et vérifier que les disques sont bien là et que le load source est bien trouvé et qu'il fonctionne. Donc, il faut faire une définition un petit peu différente. On va utiliser non plus la start safeguarded copy, mais la commande flclone, qui est la commande de démarrage d'un environnement standard dans FlashForI, qui va, dans un premier temps, faire le démarrage du flash copy, et juste après, de manière automatique, faire un deuxième flash copy ou snapshot mappé sur la partition de recovery, démarrer la partition de recovery en manuel. Dans ce cas-là, on aura un retour qui nous dira que le démarrage a été fait, et attendre qu'on ait ce code-là. Là, c'est le code pour dire j'attends la console. Quand on l'a, eh bien, on a l'information comme quoi c'est OK. Sinon, on a une erreur avec un message d'erreur ici. Donc là, c'est un premier niveau de test qui dit la partition, elle peut démarrer. Deuxième niveau de test, c'est toujours la commande flclone avec une autre définition. On fait toujours le démarrage du safeguarded copy, toujours le démarrage de on y est normal. Là, on aura l'information comme quoi elle est en train de démarrer dans le statut. Et puis là, ça va appeler un programme de test, un programme à vous, qui pourra faire un antivirus ou aller faire des recherches statistiques sur votre base de données. Si il répond que tout va bien, eh bien, on se termine avec un code OK. S'il répond qu'il y a une erreur ou s'il ne répond pas dans les délais, vous avez fixé 2 heures maximum et au bout de 2 heures, il n'a pas répondu, eh bien, on aura une erreur et on saura qu'il faut aller regarder. Voilà pour ce qui est de cette partie, et je vais même me retrouver un petit peu en avance. Je crois que j'avais jusqu'à 14h15, non ?